Voilà, mesdames et messieurs, mesdames, bonsoir. Un plaisir de vous accueillir ici pour cette soirée. On est encore depuis en début de saison, on a gentiment commencé avec des soirées, comme vous le savez, assez diverses. On a commencé sur la musique, on va continuer autour de notre cycle de rencontres avec l'ASREP, et donc ces rencontres autour de personnes, de personnages, de personnalités marquantes. Ici, on va continuer, donc, comme vous le savez, avec la figure, puisque au fond, il faut parler de figure à propos de Hannah Arendt, on pourrait dire actualité de Hannah Arendt, hein, puisqu'au fond, on a une pensée qui a suffisamment marqué le XXe siècle et qui nous a continué à nous interroger. Et donc, on va continuer notre cycle d'accueil ici avec Renato, qui chaque fois nous propose une thématique différente, avec des invités chaque fois différents. Daisy, on te réaccueille, puisque c'était la première soirée autour de Louandré Salomé. Et donc, voilà, c'est un plaisir de vous accueillir comme toujours ici pour ces soirées au Café littéraire. Ça se remplit chaque fois de plus en plus et on commence à avoir des fidèles et on est heureux de ça. Et donc je vais laisser la parole tout de suite à Renato pour introduire plus formellement le contenu de la soirée. Et puis et voilà, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup Philippe. On va parler de la vie et de l'œuvre de Hannah Arendt. La dernière fois c'était autour de Kubrick et puis j'avais justement commencé en disant que probablement on parlerait beaucoup plus de l'œuvre de Kubrick que de la vie, ce qui me semble c'était le cas. Aujourd'hui c'est tout à fait différent. La vie et l'œuvre de Hannah Arendt sont intimement liées et on a l'impression que sans certains événements, son œuvre soit aurait été complètement différente, soit n'aurait pas eu lieu. Sandrine Burri, elle va commencer par nous parler de deux blessures dans la vie de Hannah Arendt qui l'ont marqué. Oui, vous m'avez parlé de deux, n'est-ce pas, j'avais ajouté une troisième. Oui, j'en parlerai tout du coup. Donc, la première serait la mort de son père lorsqu'elle était très jeune. La deuxième, c'est l'affaire Heidegger dont vous avez certainement entendu parler. Et puis, en discutant, en préparant cette journée, j'ai dit il y aurait une troisième blessure, ça veut dire, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ça a été tout un problème pour elle, puisqu'à un certain moment, elle est devenue apatride, on l'a retiré son passeport. Alors, Hannah Arendt, elle a, à partir de là, toujours se penché dans son œuvre sur la question juive, elle était juive allemande, sur la question juive d'un côté, sur la question allemande de l'autre. Et puis, elle parlait des juifs allemands déjà au XVIIIe siècle, où le grand problème, c'était les juifs étaient séparés entre les assimilationnistes et les sionistes. Donc, les assimilationnistes, où d'une certaine façon, l'idée, c'était de devenir allemand le plus possible, et d'une certaine façon de diluer ce qui serait leur identité juive, tandis que les sionistes, c'est le contraire, ça marquait beaucoup plus profondément leur identité en tant que juifs. Dans un premier moment, on verra, elle s'est penchée du côté des sionistes. Ensuite, elle a pris une position anti-idéologique d'une façon tout à fait générale qui incluait le sionisme. Alors, lorsqu'elle est arrivée en Amérique, elle s'est penchée sur la question juive, sur la question allemande, toujours d'une façon très ambiguë, très ambivalente, que ça soit par rapport à sa judéité, mais par rapport aussi à sa position en tant qu'allemande,
dans sa correspondance avec Jaspers. Jaspers ne cessait de dire « Mais vous êtes allemande, bien sûr que vous êtes allemande ». Et Hannah Arendt disait « Je ne suis pas sûr, je ne me sens pas allemande. C'est clair que pour moi, je me sens profondément imbu de la langue allemande. Mais elle ne réussissait pas à parler d'une espèce d'essence allemande, d'une identité qui pourrait être allemande. » Alors, elle est arrivée en Amérique, on voit dans le film que vous allez certainement commenter, son plaisir, son bonheur d'arriver en Amérique, de ce sentiment de liberté, mais là de nouveau, une nouvelle ambiguïté, une nouvelle ambivalence par rapport cette fois-ci à la culture américaine, et on voit ça dans ses écrits, entre autres la crise de la culture. On ne pourra pas se pencher sur tout, on ne pourra pas approfondir, on aurait dû multiplier cette rencontre plusieurs fois pour pouvoir vraiment nous satisfaire et vous satisfaire. Mais dans la crise de la culture, par exemple, là on voit ces inconforts de Hannah Arendt par rapport à la culture américaine, entre autres la question de cette démocratie culturelle, de la culture de masse, où elle voyait des joyaux de la culture complètement popularisés et entrer dans une espèce de marché de consommation qui évidemment, je ne dis pas ça lui faisait horreur parce qu'elle essayait de comprendre tout ça, mais on sentait qu'elle n'appréciait pas tellement. Ou alors, par rapport à la crise de l'éducation, lorsqu'elle parlait de cette tentative d'horizontalisation de l'autorité entre élèves, et elle finissait par défendre une certaine autorité. Alors, il y aura toute une série d'éléments que nous ne pourrons pas toucher, mais il y aura peut-être un qui est ce côté polémique qu'elle a déclenché d'abord par rapport, j'ai oublié mes notes, mais je pense que c'est Little Rock. C'était, je pourrais vous parler plus en détail de ce texte sur Little Rock, mais qui était autour de la déségrégation, puisqu'il y a eu une loi en Amérique qui obligeait la déségrégation, ça veut dire les Noirs, ils devaient être obligés de fréquenter l'école des Blancs, et voilà que dans une petite ville, Little Rock, si je ne me trompe pas, c'est dans le Arkansas, les Noirs ont été très mal reçus, il y a eu des violences autour des Noirs. On lui a demandé à Hannah Arendt d'écrire quelque chose sur ça, elle a écrit. Et puis, l'étonnement des éditeurs, elle était contre la déségrégation. Donc l'article a été mis de côté, elle a dû écrire dans un autre endroit. Et plus tard, le problème s'est reposé autour de Eichmann, mais je pense que vous allez me parler plus en détail sur ça. Desidia Villa, elle va me parler de cette impossibilité de l'assimilation. Alors je commence par Sandrine Dury, puis ensuite on aura une conversation avec Marie entre nous. Voilà. Alors merci, bonsoir, merci d'être venu, merci à Renato Seidel et Daisy Seidel de m'avoir inclus dans ce projet. Moi j'ai besoin de mes notes encore. J'espère un jour n'avoir plus besoin de mes notes. Alors je vais commencer ainsi, d'ailleurs mes anciens élèves vont reconnaître certaines choses de mes cours, d'autres pas. Dans une lettre datée du 6 août 1955, Hannah Arendt adresse à son ami Karl Jaspers ces quelques lignes, je cite. « J'ai commencé si tard, à peine il y a quelques années, à aimer vraiment le monde. Par gratitude, je voudrais appeler mon livre de théorie politique Amor Mundi, l'amour du monde. Ces mots ne sont pas anodins. En effet, si l'on se réfère à son journal de pensée,
il comporte la même année, donc en 1955, la remarque suivante. Amor Mundi, pourquoi est-il si difficile d'aimer le monde? On pourrait leur donner pour tâche, tous ici, de se représenter quelque part quasi médicalement la situation et alors considérer Hannah Arendt en patiente luttant contre une maladie existentielle qui la ronge. Cette maladie est causée par de multiples pertes. Premièrement, celle de son père mort de la syphilis alors qu'Hannah Arendt n'avait que 7 ans. Donc tôt ou tard, on ne sait pas quand, ça j'ai pas retrouvé, elle a dû quand même apprendre de quoi son père était mort et savoir par là même qu'il fréquentait des prostituées. En 1913, c'était en général en fréquentant des prostituées qu'on attrapait cette maladie sexuellement transmissible. Il y a ensuite justement cette deuxième perte très lourde qui est la perte de son maître à penser, Martin Heidegger, avec qui elle entretenait une relation amoureuse et très passionnelle et qu'il a trahi avec l'affaire du rectorat. Donc, pour faire court, l'affaire du rectorat, c'est que pour devenir recteur d'université, il fallait que Heidegger adhère au Parti national-socialiste, qu'il a fait. Alors après, on peut tout à fait penser, la question de Heidegger est très délicate. Il l'a fait, il a reconnu son erreur et 6 mois après, il a démissionné, il pensait pouvoir changer l'université d'intérieur. Reste que maintenant, depuis, il y a eu aussi l'apparition la publication des cahiers noirs de Heidegger, où effectivement, on trouve des propos clairement antisémites. Il avait une femme aussi, Elfriede, très antisémite. Voilà. Moi, je pense qu'on peut... Sa femme. Voilà. Moi, je pense qu'on peut continuer à lire Heidegger et dire que c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle, tout en disant qu'il était antisémite. Personne n'a arrêté de lire Voyage au bout de la nuit parce que l'auteur est antisémite. C'est-à-dire que voilà, il faut faire un petit peu la part des choses, puis je ne comprends pas toujours non plus ce nombre de publications qui chaque année ressortent l'affaire Heidegger. Voilà. Heidegger était probablement en partie antisémite, mais c'est un grand philosophe du XXe siècle. Voilà. Mais pour elle, pour Hannah Arendt, il faut voir ça comme une sorte de trahison. On le voit dans le film de Margaret von Trotta. Elle lui demande à un moment donné de faire des excuses publiques quand elle retourne en Allemagne après-guerre. Et il ne l'a jamais fait, donc c'est... Mais elle n'a jamais perdu le contact avec non plus. Donc voilà, c'est... Enfin et surtout, elle perd ses racines suite à la destruction de l'Allemagne et de l'Europe en général de sa jeunesse. Tout s'effondre donc autour d'elle, c'est des multiples pertes. Hannah Arendt n'a cependant pas recours à quelques médecins ou psychanalystes pour soigner son mal. La guérison se fait lentement, certes, mais à l'aide de l'exercice continu de la raison. Hannah Arendt a donc dû réapprendre à aimer le monde, parce que le monde qu'elle chérissait fut soudainement détruit, plongé dans l'abîme en 1933. Et la première étape de réappropriation du monde fut de comprendre ce qu'il était, puisqu'il avait désormais disparu. Il lui a donc fallu reconstituer rationnellement le monde, non pas ce monde qu'était l'Allemagne des années avant-guerre, ou l'Europe des années avant-guerre, mais repenser philosophiquement les conditions de possibilité de l'être au monde. Et ce sera là le centre du travail intellectuel d'Hannah Arendt, penser et défendre l'activité humaine de création, d'édification d'un monde commun.
Hannah Arendt est née en 1906 à Hanovre, dans une famille de juifs laïcs. Elle poursuit une formation humaniste classique qui lui apporte la connaissance de la tradition grecque et romaine, référence constante de ses conceptions politiques. Et ainsi, Hannah Arendt va décrire notre époque contemporaine, moderne contemporaine, comme l'âge de l'aliénation au monde, en opposition à l'Antiquité gréco-romaine, conçue comme âge de l'amour et du souci du monde. Une fois son abitur obtenu comme candidate libre, elle s'était fait éjecter de son lycée pour avoir boycotté des cours et poussé ses camarades au boycott, elle a raison. Arendt s'inscrit à l'université de Marbourg où dès 1925 elle suit l'enseignement de Martin Heidegger. Elle part ensuite suivre les cours de Husserl à Freiburg avant de se rendre à Heidelberg pour faire son doctorat sur le concept d'amour chez Saint-Augustin sous la direction de Karl Jaspers. Donc il s'agit, Heidegger, Husserl et Jaspers, de trois grandes figures de la phénoménologie et de l'existentialisme allemand, de trois grandes figures qui vont profondément marquer la pensée arendtienne. La révolution morale qu'Hannah Arendt propose avec son concept d'amor mundi, amour du monde, prend ses sources dans la pensée de Heidegger qui, au moment où elle le fréquente amoureusement, écrit une conférence qui s'intitule « Bâtir, habiter, penser ». Le rapport au monde sur le mode de l'habitation détermine une édification du monde. C'est parce que l'on se destine à habiter le monde qu'on l'aménage, qu'on le civilise. Et c'est précisément la perte de ce rapport d'habitation dans le sentiment de superfluité, dans le sentiment d'être comme exclu du monde, qui détermine un autre rapport au monde, ou un rapport au monde détruit, dévasté, etc. Donc dans notre monde contemporain, nous sommes à la fois si peu et de trop. Avec la programmation de la solution finale, les nazis ont rendu les hommes superflus avant de les massacrer. Et ce qu'il faut penser, c'est que, au fait, ça ne cesse de... c'est comme si, désormais, c'est toujours possible, c'est toujours actuel. On garde cette superfluité. Elle ne peut pas être comme ça niée. Ensuite, suite au remous de l'histoire, Hannah Arendt se retrouve rattrapée par sa particularité identitaire, juive allemande, et elle s'engage dans la cause politique du sionisme lorsqu'elle rencontre Kurt Blumenfeld, président de l'Union sioniste allemande, en 1926. En 1933, les remous de l'histoire deviennent des secousses violentes. Hitler accède au pouvoir et devient chancelier. Hannah Arendt, comme tous les intellectuels juifs, se voit dans l'obligation de fuir. Enfin, ceux qui peuvent. L'exil constitue pour Hannah Arendt un traumatisme qu'il s'agit de méditer plus avant. C'est à la fois un déracinement et le premier symptôme qu'un monde a été détruit. Elle émigre d'abord à Paris pour y intégrer une association d'aide aux réfugiés et à leur émigration vers la Palestine. Mais après l'invasion allemande de 1940, elle est internée au camp de Bourse. Elle arrive à s'échapper. Il faut savoir que les autres femmes qui étaient internées au camp de Bourse et qui n'ont pas réussi à s'échapper ont été déportées à Auschwitz. Elle est à nouveau contrainte de fuir, donc elle s'échappe, elle fuit, et elle quitte définitivement le vieux continent pour les États-Unis en mai 1941. Elle y reste apatride une dizaine d'années, démunie de sa tradition qui a été effacée par le nazisme, démunie de la terre de ses pères, détruite par la guerre. Alors ici, il faut relever que ce n'est pas uniquement la patrie comme terre d'héritage qui constitue pour Hannah Arendt et pour les apatrides en général un manque cruel,
mais surtout la cité, au sens grec du terme, à savoir le lieu du politique, le lieu du droit. Et Hannah Arendt elle-même conçoit sa pensée comme toujours apatride, disons d'elle-même, c'est le titre un petit peu de cette conférence, I don't fit, désolée pour mon anglais. Ce qui revient à dire qu'elle ne convient à aucune catégorie, qu'elle n'entre dans aucune case, et sans cesse elle se sent comme inconvenante, décalée, pas à sa place. Elle est ni allemande, elle ne se sent pas juive, ou en tout cas pas israélienne, ni européenne, ni américaine, etc., etc. Elle estime aussi qu'elle n'est pas philosophe, mais penseur politique, mais en même temps, elle revient toujours à la philosophie, bref, voilà, elles se sont comme décalées. Hannah Arendt consacre les années d'immédiate après-guerre à l'écriture d'un ouvrage majeur qui s'appelle Les origines du totalitarisme, dont elle termine le manuscrit en 1949. L'ouvrage se présente comme la première tentative de comprendre cette forme historique qui apparaît simultanément en Allemagne et en URSS et qui est nommée totalitarisme. Que s'est-il passé? Pourquoi et comment cela s'est-il passé? Comment est-ce possible? C'est toutes ces questions qu'elle se pose. Donc après la guerre, un monde est détruit, mais un nouvel objet politique, à savoir le totalitarisme, demande à être pensé. En 1951, Hannah Arendt obtient la nationalité américaine, ce qui signifie pour elle l'attachement à une terre et surtout l'intégration d'une communauté politique. Bref, enfin la possibilité de reconstruire un monde commun. Et l'ouvrage qu'elle voulait appeler Amor Mundi paraît finalement en 1958 sous le titre de The Human Condition, désolée. L'édition française, quant à elle, prend le titre de Conditions de l'homme moderne. Et Arendt, dans cet ouvrage, distingue 3 activités humaines qui, selon elle, devraient être clairement déterminées, localisées. Ce sont les conditions de la liberté humaine qui sont mises à mal. Premièrement, il y a le travail où l'homme est un animal laborans. Deuxièmement, l'œuvre où l'homme est considéré comme homo faber. Et enfin, l'action où l'homme est un zoon politikon. Dans cet ouvrage, Hannah Arendt détermine la modernité comme l'époque de la société de masse et de l'administration bureaucratique. Et le travail anonyme et de l'animal laborans se sont progressivement mais radicalement substitués à la politique et à l'action qui s'y rapporte.